Tout commence avec un écrivain français, Pierre Boulle, qui faisait une simple balade au zoo. Et ses yeux se sont arrêtés sur un animal en particulier, le gorille. Impressionné par leur comportement et leurs expressions faciales, ça lui donnera l'idée de la planète des singes. Comme quoi une bonne idée, ça tient à peu de choses finalement. Quand on y pense, il y a un monde où il aurait pu s'arrêter devant l'enclos des flamants roses par exemple. Aujourd'hui, on s'attaque à la planète des singes, plus particulièrement au premier film. Un film avant-gardiste qui posera les bases d'un univers qu'on suit maintenant encore après une cinquantaine d'années. Et on ne se rend pas forcément compte de ce qu'a apporté une œuvre aussi particulière, qui débutera une saga au cinéma avant Alien, Star Trek, Retour vers le futur ou encore Star Wars. Nous sommes début 1963 et le producteur de films Arthur P. Jacob est de passage à Paris. Et alors qu'il recherche des histoires intéressantes à adapter au cinéma, il tombe sur La planète des singes, un roman de science-fiction de Pierre Boulle. Dès sa première lecture, ça lui plaît, il décide d'acheter directement les droits. Et on est juste avant la sortie publique du livre. Et déjà, il a eu du nez puisque le livre deviendra un carton international. Même si l'auteur dira que ce n'est pas sa plus grande œuvre, que c'est plus une petite fantaisie passagère. Et malgré le succès, il ne croit pas à l'adaptation au cinéma. Non pas qu'il croit pas à son histoire, mais ça lui semble complexe d'adapter un truc pareil sans sombrer rapidement dans le ridicule. Vous êtes ici sur ma planète et il va falloir accepter que nous ayons construit une civilisation plus évoluée que la vôtre. Ouais. Autant dire qu'il y a du travail pour rendre ça crédible. Mais le producteur Jacobs y croit. L'année suivante, il sort son premier film produit, What a Way to Go. Et c'est un gros succès, ce qui lui permettra d'obtenir la confiance des studios pour produire d'autres trucs. Et pendant la production de son prochain film, Dr. Dolittle, il amène l'idée à la Fox d'une autre adaptation avec des animaux, Planet of the Apes. La machine est enfin lancée et le film arrivera en 1968. Le film nous raconte l'histoire de 3 astronautes qui arrivent en catastrophe sur une planète lointaine. Après un potentiel voyage dans le temps, Tyler, London et Dodge vont découvrir ici une planète remplie d'humains très primitifs et dominée par une civilisation de singes intelligents. C'est très intelligent un singe. Enfin, beaucoup plus intelligent que les singes que nous connaissons. Merci de la précision. Dans cet univers, les rapports de force sont inversés et Tyler et sa bande vont se retrouver vite dans des conflits directs avec les singes, au point que les 3 hommes vont se retrouver séparés. Et on va suivre Taylor uniquement qui va tenter de s'enfuir de la ville simienne dans laquelle il est retenu. Et ça passera par pas mal de violence et de perte de contrôle, mais également par un procès et différents stratagèmes montés par Cornelius et Zira, 2 chimpanzés très impliqués dans la recherche sur les êtres humains. Il réussira finalement à s'enfuir avec une humaine locale, Nova, mais malheureusement sans ses 2 potes de voyage qui ne s'en sont pas si bien sortis que lui. Et après avoir découvert des ruines qui semblent venir d'une ancienne civilisation humaine, une civilisation bien plus évoluée, ils décident de s'enfuir par la plage. Et c'est là qu'ils vont faire une énorme découverte, qui résoudra pas mal de questions posées par le film. Tout ça grâce à une réaction et l'un des plans les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Désolé, je me suis trompé de bande. À la base, Nova tombait enceinte à la fin du film, et l'idée de la Statue de la Liberté est arrivée dans une conversation dans une épicerie à côté de la Fox. Et c'est une idée de Arthur P. Jacobs lui-même. Mais maintenant, pour pondre un chef-d'œuvre pareil, il y a du boulot. Et c'était pas gagné d'avance. Au début du développement, Arthur P. Jacobs va mettre les bouchées doubles. Il va formaliser tout un tas d'idées, de concepts, de recherches autour du film, dans une bible d'une centaine de pages. Le premier scénariste engagé pour écrire le film sera Rod Sterling, qui n'est autre que le créateur de la 4e dimension et le scénariste de 92 de ces épisodes. Autant dire que la science-fiction, ça le connaît. Malgré tout, avant de trouver un scénario plutôt concluant, il lui faudra écrire une 30aine d'ébauches, pour finalement s'arrêter sur une histoire très sérieuse, assez proche du livre original. Même un petit peu trop sérieuse, amenant quelques retouches pour alléger un peu l'histoire. Dans cette version du scénario, la société des singes est très évoluée, comme dans le livre, et ça passe par des véhicules et tout un tas de technologies. Mais ils sont obligés de se rendre à l'évidence, c'est très compliqué à financer et à mettre en scène tout ça. Ils sont donc repartis pour écrire une fois de plus l'histoire, en rendant les singes moins évolués, et en se concentrant d'abord sur le développement des personnages. Il souhaite également explorer en profondeur le côté satirique de l'histoire, ce qui en soi, sur le papier, est une excellente idée. On va donc changer de scénariste
Et c'est Michael Wilson qui écrira la version finale du scénario. Un scénariste qui avait travaillé dans le passé sur Le pont de la rivière Kwai, un film à succès adapté d'un autre livre de Pierre Boulle. Il travaillera également sur le chef-d'œuvre Laurence d'Arabie. Au début des années 50, il fut victime du macartisme aux États-Unis et fera partie pendant longtemps de la liste noire d'Hollywood, l'obligeant à se réfugier en France jusqu'en 1964 par sécurité, et se cacher derrière des faux noms pour continuer d'écrire des films. Dans La planète des singes, il va donc y ajouter toute la satire politique, en s'appuyant entre autres sur la persécution qu'il a subie dans le passé. Le premier scénariste, Rod Sterling, dira même qu'il a bien plus contribué que lui sur La planète des singes. Il restera malgré tout co-scénariste pour avoir écrit le twist final de l'histoire. Bon, le scénario c'est une chose, encore faut-il réussir à le produire. Et c'est pas gagné parce que la Fox n'est pas convaincue, et mettra même des années avant de finalement accepter le projet. On est ici sur quelque chose de techniquement très complexe à produire. Ils ont besoin que le film soit porté par une figure emblématique, capable d'assurer la promotion et de rassurer le studio. Et c'est à ce moment-là que Charlton Heston se montre intéressé pour jouer le rôle principal du film. À l'époque, il a l'étoffe d'un DiCaprio aujourd'hui. Ça va donc clairement les aider d'avoir une figure aussi importante avec eux. Et dès son arrivée, il suggère un réalisateur avec qui il a travaillé récemment sur The Warlord, Franklin J. Schaffner. Avec ces deux noms, le projet est vraiment en bonne voie. Mais il n'est toujours pas validé. À l'époque, le singe était représenté dans la fiction presque exclusivement comme une bête de foire, avec en tête d'affiche des gorilles caricaturés de manière très monstrueuse, très violente. Avec La planète des singes, ils avaient comme objectif de se détacher clairement de cette image-là. Et en plus dans une œuvre sérieuse, où aucun sourire des spectateurs ne doit apparaître au détriment de l'histoire. Les singes sont joués par des humains en costume. Le challenge est donc de réussir à faire des maquillages suffisamment crédibles pour qu'on puisse suivre l'histoire sans que ça tourne au ridicule. Et la frontière est très fine. Pour ça, plein de tests seront nécessaires. Et le premier concluant sera fait par Ben Nye, le chef maquilleur de la Fox. C'est une séquence tournée dans laquelle on va voir plusieurs acteurs qui joueront dans le film final interagir avec le Dr Zaius, un orang-outan. D'ailleurs, si vous êtes curieux, c'est une séquence que vous pouvez retrouver complètement sur internet sans trop de difficultés. Ce petit film sera diffusé lors d'une projection test. C'est un moment crucial du développement. C'est simple, si les gens rient, c'est mort, on oublie La planète des singes. Aucun rire, c'est nickel, les gens sont investis dans l'histoire. Grâce à tout ça, en 1966, la Fox est enfin rassurée et acceptera de produire le film. C'est un premier test réussi. Malgré tout, il va falloir maintenant le concrétiser à une échelle bien plus grande. Réussir à créer différentes races de singes et produire des prothèses en grande quantité. Ils choisiront donc de recruter un grand maquilleur de talent, John Chambers. John Chambers a commencé sa carrière de make-up artiste dans le monde médical. Il fabriquait des prothèses pour anciens combattants blessés durant la guerre, ce qui lui sera plutôt utile d'ailleurs pour créer une lobotomie présente dans le film. Et le monde d'Hollywood est petit puisqu'il a été formé par Ben Nye, le chef décorateur de la Fox. Avant ça, John a surtout travaillé à la télévision sur les séries The Monsters, The Outer Limits ou encore Star Trek. Et oui, les oreilles de Spock, c'est lui. Et La planète des singes, c'est encore un autre niveau. Le processus de maquillage était encore un peu révolutionnaire pour l'époque. Même s'ils avançaient sur le développement des prothèses, il restait quelque chose qui ne fonctionnait pas complètement. Pour réussir à trouver la solution, ils ont fait venir un chimpanzé dans les studios. Question d'avoir une base d'inspiration. Il fallait réussir aussi à faire des make-up utilisables. Au-delà de l'aspect réussi, il fallait que les acteurs puissent faire bouger le masque uniquement avec leurs expressions du visage. Et c'était une méthode pas parfaite. Ils devaient exagérer leurs mouvements pour que ça se voit suffisamment à travers le masque. Au début du tournage, le maquillage pouvait prendre jusqu'à 5 heures de taf. Et après qu'ils aient pris leur marque, autour de 3 heures. Et il faudra multiplier ce processus par une centaine d'acteurs. Pour tenir la cadence, Chambers a dû former un grand nombre d'artistes et leur apprendre à appliquer les prothèses en un temps record. Lorsqu'ils ont dû tourner des scènes de foule, ils ont dû engager 80 maquilleurs en même temps. Et même avec ça, il a dit dans une interview qu'ils ont dû travailler des fois jour et nuit pour tenir les délais. Ça avait mobilisé tellement de monde à l'époque que ça a retardé le travail sur d'autres films qui se tournaient en même temps. Mais ça a payé et ce travail colossal permettra à John Chambers de repartir avec un Oscar d'honneur pour le film. 13 ans avant l'invention des Oscars du meilleur maquillage.
La diversité des décors du film ont nécessité de tourner dans plusieurs lieux très différents. Le film démarre dans un grand désert, ils ont donc décidé de tourner en Arizona. Après ça, la majorité des scènes extérieures seront tournées dans le Malibu Creek Park à Los Angeles. Et c'est dans le Fox Ranch que sera construite la ville des singes. Des lieux appartenant à la Fox à l'époque, permettant d'accueillir sans difficulté des tournages. La création des décors sera confiée au décorateur William J. Krieber, et son plus gros travail a été la conception de la ville des singes. Et vu qu'ils sont ici moins évolués que dans le bouquin, il leur faudra donc une ville beaucoup plus rudimentaire. Mais il faut au moins qu'elle soit originale et qu'elle ne ressemble pas trop à une construction potentiellement humaine. Pour ça, il décide de s'inspirer d'une ville troglodyte qu'il a trouvée dans une montagne creusée en Turquie. Ça lui servira de point de départ pour une ville sur une base complètement en pierre. Présent. Ape City, ou la ville des singes. Ouais, ils se sont pas foulés sur le nom. Pour concevoir tout ça, il utilisera 3 éléments. D'abord, une structure métallique qui sera recouverte de carton, et enfin le tout recouvert de mousse, lui permettant de modeler un petit peu tout comme il entendait, et que ça fasse un peu pierre. Et enfin, les scènes finales seront tournées sur la plage de Zuma, près de Malibu. Nous voilà maintenant prêts à recevoir les singes. Et le 21 mai 1967 commence le tournage de la planète des singes. Le début de l'histoire se déroule au lac Powell en Arizona, avec une grande maquette grandeur nature du vaisseau, et un peu de matte painting par-ci par-là pour les arrière-plans. Et sortis du vaisseau, ils rejoignent la berge, et vont être amenés à marcher dans le désert longtemps. Et ça va être un tournage très éprouvant pour l'équipe, principalement à cause de la chaleur, parce qu'il faisait chaud, très chaud, enfin comme un été normal aujourd'hui en gros. Et quand on regarde les acteurs dans le film, à mon avis ils n'ont pas eu besoin de maquillage. Maintenant que le pire est passé, ils arrivent au ranch, dans une zone plus verte. Ils ont eu besoin de champs rapidement. Pour ça, ils ont utilisé des tonnes et des tonnes d'engrais, bien chimiques je pense, et ils ont tout arrosé de manière intensive à la lance à incendie. Et sachez que par moment, les méthodes bourrines, ça marche très bien. Imaginez que vous vous réveillez un matin et qu'on vous dise « Aujourd'hui le programme c'est le même qu'hier et le même que demain. Tu vas être en slip et tu vas courir un petit peu partout, pieds nus. » Bon, après on n'est pas des monstres, tu pourras porter des chaussons. C'était le programme de Charlton Heston sur une bonne partie du tournage. Et ça n'a pas été facile tous les jours. Il tomba même très malade. Mais il continua de tourner malgré tout. C'était un vrai challenge pour lui ce film. C'était un rôle très différent de ce qu'il avait connu dans le passé. Lui qui avait l'habitude des rôles de grands héros en position de force. 10 years later. C'était aussi complexe, vous vous en doutez, pour les acteurs qui jouaient les singes. Pour eux, une journée de tournage voulait dire se lever tôt, être maquillé pendant des heures et être complètement caché sous un masque jusqu'au soir tard. Et vu qu'ils gardaient leurs prothèses toute la journée, ça voulait dire respirer quasiment exclusivement par la bouche. Ça voulait dire aussi manger en faisant attention en permanence à ne pas abîmer leur costume de singe. Ils devaient donc manger face à un miroir en faisant attention à chaque bouchée. Ouais, je confirme, c'est pas pratique. L'un des gros points forts du film passe aussi par sa musique. Elle est composée par Jerry Goldsmith, un compositeur qui a travaillé sur un très grand nombre de projets, comme par exemple Alien, Rambo, La 4e dimension ou encore les Gremlins. J'adore le thème principal des Gremlins. Dans La planète des singes, il va devoir composer une musique très atypique. L'objectif est de montrer qu'on est dans un autre univers, une autre planète, étrange, voire menaçante pour nous. Pour ça, il faudra aussi beaucoup s'éloigner des instruments utilisés dans les films américains dès l'instant où il y a des singes. Tous les instruments qu'on entend dans les cirques notamment. Et c'est après des années de développement, de pré-production et moins d'1 an de production que sortira La planète des singes au cinéma en avril 1968, après une avant-première new-yorkaise en février. Anecdote marrante, aux États-Unis, il sortira le même jour que 2001 l'Odyssée de l'espace. Sacré jour pour la SF au cinéma. Le film sera un gros succès commercial. Avec 5,8 millions de budget, il engendrera 32,5 millions de dollars de recettes pour sa diffusion aux États-Unis. Et ça a été aussi un beau succès critique. C'est un film qui a la particularité de fonctionner pour beaucoup de monde et pour plein de raisons différentes. Déjà, on est sur un gros divertissement d'aventure grand public, mais qui parle de plein de sujets de société d'actualité à l'époque. Ils utilisent la société des singes pour représenter une société très humaine finalement. La SF c'est super pour ça, et ils l'ont parfaitement compris. Comme par exemple la guerre froide et l'arme nucléaire, avec comme point culminant le plan final. C'est un sujet qui deviendra central dans la suite Le secret de la planète des singes d'ailleurs. Ils aborderont aussi beaucoup le sujet de la ségrégation. Et ça a du sens quand on sait que Charlton Heston, entre autres, était très engagé sur ce sujet à l'époque. Politiquement, c'était une personne importante qui se battait contre le racisme. Bon, plus tard il se battra pour défendre les armes à feu. Il y a des gens qui vieillissent pas toujours très bien.
Dans le film, les singes sont vraiment dans des espaces différents de la société selon leurs espèces. Les chimpanzés sont plutôt des scientifiques de la classe moyenne, les orang-outans des politiciens et des religieux, et les gorilles des soldats. Je vais maintenant vous demander un petit instant de silence pour ceux qui nous ont quittés. Avec cette organisation de la société, ça simplifiait la caractérisation des singes. Mais ça permettait de parler aussi simplement des problèmes que ça engendre. Sur le tournage, pendant les repas, les acteurs singes se rassemblaient entre singes de la même race. Naturellement, sans que bien sûr on ne leur ait rien demandé. Dans un film qui parle de ségrégation, et je trouve ça assez méta. La planète des singes venait de poser une marque indélébile dans le cinéma américain. Mais c'était loin d'être la dernière. Le film engendra plein de suites dès les années qui suivirent, en utilisant les costumes et les décors du premier film. Ils avaient moyen de faire de sacrées économies comme ça. Elle deviendra l'une des premières sagas de SF au cinéma. Aujourd'hui encore, on a des films de la franchise, et quasiment tous sont bien, voire très bien. Oui, au cas où t'en douterais, le quasiment, c'était pour toi. Les films des années 2010 représentent d'ailleurs pour moi l'une des meilleures trilogies blockbuster action-aventure qu'on a eu dans les années 2010. J'en parlerai peut-être un jour, on ne sait jamais. Ça me donnera une nouvelle occasion d'utiliser ce masque pourri. Et voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment et pourquoi pas appris quelques petits trucs. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mettre un j'aime, vous abonner, enfin tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!